Bonjour, voici revenus les beaux jours des inscriptions en première secondaire. Mais pourquoi un décret? Tout n'allait-il pas mieux avant? C'est en tout cas ce qu'affirment des gens bien pensants. Mais est-ce bien vrai? Posons-nous la question, comment cela se passait-il avant, quand c'était si bien? Avant le décret inscription, certaines directions d'école recherchées faisaient allègrement le tri. Elles sélectionnaient leurs élèves sur des bases sociales et culturelles. Cela, c'était avant, quand c'était si bien. C'était le règne de l'injustice, le règne des privilèges, au profit de quelques-uns seulement, les plus riches, ceux qui hurlent maintenant contre le décret. Et ce ne sont pas les fantasmes qui manquent. Écoutons-en quelques-uns. Premier fantasme, les familles ne peuvent pas inscrire leurs enfants dans l'école de leur choix. C'est un mensonge. C'est précisément grâce au décret que toutes les familles ont enfin un véritable choix. Pour autant qu'il y ait de la place, bien entendu. C'est comme en tout. Quand vous attendez l'autobus, s'il est rempli, vous prenez le suivant. S'il y a trop de demandes dans les écoles, le législateur a prévu des priorités, ce qui évite les passe-droits. Deuxième fantasme, la mixité ne se décrète pas. C'est faux. Nous sommes dans un cadre particulier qui est celui de l'école. S'il y a bien un lieu où la mixité s'encourage et donc se décrète, c'est à l'école. Une gestion humaniste de la société repose précisément sur des liens de solidarité. L'école est le seul endroit où tous les élèves peuvent apprendre à se connaître au-delà de toutes les différences. Refuser la mixité et donc la solidarité pousse certains milieux à se communautariser, à se replier sur eux-mêmes et à se mettre en marge de la société. Troisième fantasme, chaque enfant est différent et a besoin d'une école qui lui convienne. C'est l'argument ridicule par excellence. Soyons un peu sérieux et réfléchissons 2 secondes. Imaginons la famille Durand. Ils ont 2 enfants. Théo est un scientifique, pas sportif pour un sou, tandis que Léa est une révoltée qui pratique avec passion les arts martiaux. Ces 2 enfants sont on ne peut plus différents. Si nous suivions cette revendication ridicule, les parents devraient choisir 2 écoles qui seraient, imaginons que cela existe, adaptées à chacun des 2 enfants. De même pour les familles Dupont et Ben-Durand, qui ont chacune 3 enfants. Ces familles devraient-elles se choisir 3 écoles adaptées à la personnalité spécifique de chacun de leurs 3 enfants, et faire matin et soir 40 km pour aller les conduire et les rechercher de l'école. Ce n'est bien sûr pas la différence entre enfants d'une même famille que visent les porteurs de cette revendication ridicule. Mais alors, de quelle différence parle-t-il? De celle entre les enfants de la famille Durand et de la famille Dupont? Certainement pas. Ces 2 familles sont issues du même milieu social et habitent le même quartier. Ne s'agirait-il pas plutôt de la différence entre les enfants des 2 premières familles et ceux de la famille Ben-Durand? Milieux sociaux et quartiers différents. Poser la question, c'est y répondre. Il est évident que ce ne sont pas les différences entre enfants d'une même famille que visent les porteurs de cette revendication ridicule, ce qui relèverait de la bêtise la plus incommensurable. Et donc, si ces différences ne sont pas trouvées au sein d'une même famille, cela ne peut plus être qu'entre les familles. Et là, on frôle les dangereuses limites du racisme. Racisme social, la famille Ben-Durand vit dans un quartier modeste, et racisme culturel, elle est originaire d'Afrique du Nord. Heureusement pour eux, il reste dans les écoles des enseignants qui sont des gens vraiment bien et qui se battent pour tous leurs élèves, quelles que soient leurs origines sociales. Analysons maintenant les arguments pédagogiques qui plaident pour une véritable mixité à l'école. Tous les élèves sont-ils faits pour toutes les écoles? Autrement dit, les enfants des milieux populaires, des quartiers pauvres, ont-ils leur place dans les écoles privilégiées? La réponse ne souffre aucune discussion. Absolument. L'intelligence est distribuée de manière identique dans toutes les couches sociales. Les enfants pauvres ne sont donc pas moins intelligents que les enfants riches. Ils ont donc tout à fait leur place dans toutes les écoles, sans la moindre exception. Toutes les écoles sont-elles faites pour tous les enfants? La réponse est toujours aussi simple. Absolument. C'est le décret mission qui dit ce que doivent faire toutes les écoles. Rappelons-le car c'est important. Chaque école et chaque enseignant, donc moi aussi, devons poursuivre en même temps et sans faire de différence 4 objectifs. Premièrement, promouvoir la confiance en soi et le développement de la personne de chacun de mes élèves. Deuxièmement, amener tous mes élèves à s'approprier des savoirs et à acquérir des compétences qui les rendent aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une place active dans la vie économique, sociale et culturelle.
Troisièmement, préparer tous mes élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d'une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures. Quatrièmement, assurer à tous mes élèves des chances égales d'émancipation sociale. Ça, c'est mon obligation d'enseignant, et tous les enseignants sont tenus d'en faire autant, du moins le mieux possible, car c'est la loi. Vous avez bien lu, toutes les écoles doivent respecter la même loi, elles sont donc bien toutes destinées à tous les élèves, sans distinction. Voyons maintenant en quoi la mixité sociale est importante dans une école. Commençons par une remarque préliminaire. En pédagogie, on ne parle pas de mixité, mais d'hétérogénéité. Pour pouvoir donner un enseignement de qualité, il faut mettre dans une même classe des élèves qui ont des profils d'apprentissage différents. Des élèves qui apprennent vite avec des élèves qui ont besoin de plus de temps dans l'une ou l'autre matière. Avoir besoin de plus de temps, ce n'est pas du tout être moins intelligent. C'est cette richesse pédagogique qui va permettre aux enseignants, aux vrais enseignants, ceux qui connaissent leur métier, de le faire correctement. Les familles modestes ont tout intérêt à inscrire leurs enfants dans les écoles privilégiées. Non seulement parce qu'elles bénéficient d'une priorité, mais aussi et surtout pour des raisons pédagogiques que nous allons expliquer. Et c'est valable pour tous les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, quelle que soit leur origine socioculturelle. Premier argument, c'est dans les écoles privilégiées que l'on apprend le mieux. On apprend plus vite quand on est entouré d'élèves de bon niveau scolaire. Par contre, quand on regroupe tous les élèves défavorisés dans des écoles défavorisées, ils apprennent moins vite que si on les met dans des écoles favorisées. Deuxième argument, c'est dans ces écoles privilégiées que l'on trouve les enseignants qui ont le plus d'expérience. Dans ces écoles, les professeurs changent moins souvent. La qualité de l'enseignement dépend souvent de l'expérience des enseignants. Troisième argument, dans les écoles privilégiées, les élèves sont moins exposés à la violence et à la démotivation scolaire. Dans ces écoles, les élèves ont une attitude plus positive vis-à-vis de leur scolarité. Quatrième argument, dans les écoles privilégiées, les élèves ont une véritable ambition pour leur avenir. Ils souhaitent suivre une scolarité plus longue et ont une ambition forte pour leur avenir. Le niveau de mixité sociale des écoles a des conséquences sur le cursus scolaire des élèves et sur le travail des équipes éducatives. Au plus on regroupe des enfants pauvres dans les mêmes écoles, au moins on leur permet d'atteindre un bon niveau d'apprentissage. Voilà. Vous savez maintenant pourquoi les familles modestes, si elles veulent donner plus de chance à leurs enfants, doivent choisir une école de bon niveau. Elles ont des priorités, elles doivent donc en profiter. Mais attention, l'expérience nous a montré que toutes les directions d'école ne sont pas toujours très honnêtes en période d'inscription. Une toute petite minorité d'entre elles essaie encore d'influencer les parents. Ne vous laissez surtout pas faire. Que peuvent vous demander les écoles en plus du formulaire unique d'inscription? Rien, absolument rien. À moins que vous n'ayez une situation particulière qui puisse influencer le classement de votre enfant sur la liste prioritaire, comme par exemple un historique de domicile pour prouver l'adresse au moment de l'inscription dans l'école primaire actuellement fréquentée. Elles ne peuvent pas vous demander vos documents d'identité ou ceux de votre enfant, un extrait d'acte de naissance ou une composition de famille, une copie de son dernier bulletin ou du bulletin de 5e année. Elles ne peuvent pas non plus vous demander le paiement d'une somme forfaitaire reprenant les frais d'inscription, les frais de rentrée et de photocopie, pas plus que de lettres de motivation ou quoi que ce soit d'autre. Je rappelle qu'il s'agit d'une infime minorité de directions d'école, mais elles existent. Il est donc important de ne jamais se laisser faire. Défendez toujours l'intérêt de votre enfant. Refusez toujours de donner un autre document que le formulaire unique d'inscription. Voilà. J'espère que vous avez compris les tenants et aboutissants des inscriptions en première secondaire. S'il vous reste des questions, n'hésitez pas à contacter une association membre de la campagne Marguerite, dont fait partie la Ligue des droits de l'enfant, et qui sont là pour vous renseigner. Et si jamais vous avez la moindre plainte à formuler au sujet de l'inscription de votre enfant, si vous êtes confronté à ce que vous pensez être une discrimination ou une illégalité de la part de l'école, contactez-nous. Nous répercuterons vos plaintes vers les responsables de l'enseignement, l'administration, les ministres, le gouvernement, mais aussi et surtout vis-à-vis des institutions qui ont pour mission de défendre le citoyen en matière de discrimination ou de racisme et qui peuvent éventuellement poursuivre un pouvoir organisateur ou une direction qui dysfonctionnerait.